Bonjour à tous, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque, une fois n'est pas coutume, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot au Groupama Stadium. Encore une victoire pour l'OL qui n'arrête plus décidément de gagner des matchs, de renverser des matchs et de s'imposer et qui voit l'Europe se rapprocher petit point par petit point. Victoire 3-2 contre l'AS Monaco. Après avoir gagné contre le troisième du championnat, l'Olympique Lyonnais s'impose contre le deuxième. Force est de constater que cette équipe a désormais l'étoffe d'une équipe qui pourrait jouer l'Europe. C'est déjà pas mal. Un match assez rocambolesque qui avait commencé très très tôt par un but de Ben Yedder après 21 secondes sur des errances défensives assez calamiteuses. Puis un OL comme d'habitude renversant qui, comme on l'a dit juste avant ce live, a remporté 13 de ses 18 derniers points après avoir été mené au score. Une fois n'est pas coutume, l'OL a renversé le match après avoir renversé le match contre Brest. Brest qui d'ailleurs a renversé son match ce week-end en gagnant 5-4 à Rennes, on en parlera peut-être après. L'OL qui renverse le match, but de Lacazette à la 22e minute, puis but de Benrahma 2 minutes plus tard. Derrière, Monaco revient au score une nouvelle fois par Ben Yedder, et c'est le petit Malik Fofana, le petit prince venu de Belgique, qui offre la victoire à l'OL dans les 5 dernières minutes du match sur un but à la Ribéry contre l'Espagne, un but à la Vas-y mon petit, où il est parti seul au but et une finition absolument parfaite. Un match qu'il faut souligner comme étant un très beau match. On a vu pas mal de purges cette saison, notamment en première partie de saison. Il faut quand même dire que cet Olympique Lyonnais, depuis quelques mois, offre des matchs d'une très grande qualité et c'est quand même plaisant à voir, quoi. C'est plaisant à voir, des matchs très rythmés, des matchs au scénario assez dingue et surtout, et ce sera un peu le fil rouge de ce débrief, des matchs venant d'une équipe qui a une âme, qui a une force mentale, et c'était ce qui manquait dans la première partie de saison à l'OL. C'était un OL qui avait tendance à s'écrouler très vite, à couler complètement. Rappelez-vous le match contre Montpellier, même le match contre Strasbourg, ou même le match contre le Paris Saint-Germain, le match aller. Cet OL-là n'abdique jamais et continue donc de faire peur aux équipes quand il est mené de 1 ou 2 buts. Et ça, c'est peut-être le grand apport de Pierre Sage sur la mentalité de cette équipe et l'état d'esprit. C'est peut-être également, et on va en parler un petit peu plus tard, le match le plus abouti collectivement de l'Olympique Lyonnais cette saison, notamment offensivement. On va parler de la défense après, la défense qui a été un peu laborieuse, mais offensivement, on sent qu'il se passe des trucs. On a eu ce soir un Saïd Benrahma très en forme, un Malik Fofana brillant dans son entrée, un Alexandre Lacazette en mode Zinedine Zidane, à jouer 9, puis 10, puis même 8 par des moments. On a eu un milieu de terrain qui, même s'il n'a pas forcément bien commencé, s'est rattrapé ensuite par la suite. Un match où offensivement, on a vu des choses. On a vu un OL perpétuellement dangereux et surtout auteur d'une très bonne première mi-temps. La première mi-temps, elle est quand même assez intéressante sur le plan offensif, sur la capacité de Lacazette à créer des choses. On l'a vu c'est un des trucs que je voulais dire en priorité. Dès les 10 premières minutes, on a vu que c'était un match où Alexandre Lacazette avait envie de peser très fort. On l'a vu s'arracher sur tous les ballons, récupérer beaucoup de ballons. On l'a vu orienter le jeu comme il le faisait en 2015 au bon temps de Nabil Fekir avec lui. On était sur un match où Alexandre Lacazette, il était énervé. Et il termine ce match avec un but et une passe D. Et quelle passe D en plus, cette magnifique passe dans la profondeur qui offre le 3e but à Malik Fofana. Match satisfaisant quand même, hein. Match presque frustrant jusqu'à ce but de Fofana, tant on a senti un Olympique Lyonnais en mesure de gagner cette rencontre face à un AS Monaco qui était intéressant, mais qui était inférieur ce soir. Je vais vous montrer tout de suite les stats de la rencontre, pour que vous voyez que c'est une victoire méritée par l'Olympique Lyonnais. 2,5 expected goals à 1,71, plus de tirs, un peu moins de tirs cadrés, un match plus propre et globalement une performance d'ensemble supérieure de la part de l'Olympique Lyonnais ce soir. Un match de club qui joue l'Europe, tout simplement, un match d'équipe européenne et qui permet à l'OL de continuer à surfer sur cette belle dynamique après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est quand même rassurant de se dire que cette défaite elle est déjà presque oubliée et qu'on peut repartir de l'avant. Il nous reste donc 3 matchs. 3 matchs pour l'Olympique Lyonnais, avant de rentrer dans le détail de ce match-là. Marseille vient de s'imposer au moment où je vous parle contre Lens, ce qui fait que l'OL occupe désormais, à 3 journées de la fin, la 8e place, devant le Stade Rennais, qui a perdu cet après-midi, avec 44 points, c'est-à-dire à égalité de points avec l'Olympique de Marseille, et à 2 points du RC Lens, 6e. Donc, au moment où je vous parle, même si l'Olympique Lyonnais a une différence de but qui n'est pas top, au moment où je vous parle, l'Olympique Lyonnais peut viser la 6e place. Alors attention, parce que sur les 3 derniers matchs, il y a Lille. Et Lille, en ce moment, c'est un petit peu énervé également. 3 matchs, un match contre Lille
un match contre Clermont et un match contre Strasbourg pour aller chercher les 3 petits points qu'il manque peut-être pour aller doubler le RC Lens qui n'est pas dans une bonne période et le petit point qui manque pour passer devant Marseille. Ce n'est pas impossible, ce sera difficile. C'est difficile d'aller chercher 3 points de plus qu'un adversaire à 3 journées de la fin, mais tout est encore possible pour l'Olympique Lyonnais pour aller espérer le miracle que serait une qualification en Europa League. Déjà, l'Europa League Conférence touche proche au miracle, mais franchement, c'est jouable. C'est jouable. Vous savez que Paris était champion. On en parlera après de tout ce qui est commentaires et hors sportif. Je vais me moucher parce que je suis malade comme d'habitude. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Le lion est un plus grand animal que le chien. Euh, à méditer, à méditer. Qu'est-ce que j'ai noté? On va d'abord parler de cette ouverture du score. Où on s'est dit, oh non, encore. Ouverture du score après 21 secondes sur un enchaînement entre une perte de balle de Matic qui était très évitable. Matic qui a été en grande difficulté pendant les 20 premières minutes de la rencontre, tout comme Tolisso d'ailleurs. Une couverture défensive de O'Brien complètement aux fraises et un Anthony Lopez peut-être un petit peu fautif sur ce premier but quand même. Il n'est pas inarrêtable, il n'est pas facile à arrêter, mais il n'est pas inarrêtable. Au bout de 21 secondes, on s'est dit, bon, on n'a même pas le temps de finir, de regarder Rennes-Brest, qu'on est déjà mené 1-0. Bon, un peu relou, hein. 1-0 dans le brouillard, on n'a rien vu. Oui, c'est vrai que c'était le bordel un petit peu, on voyait rien du tout. Tolisso horrible, on en parlera après. Début de match donc un peu poussif, l'OL pris à revers, pris à froid, mais qui s'est vite remis en ordre de marche avec cette égalisation d'Alexandre Lacazette, très belle égalisation sur ce centre de Benrahma, puis le but de Benrahma qui sort d'un très beau mouvement collectif. En réalité, on est quand même sur 2 belles actions où Benrahma est décisif, puisque c'est lui qui fait le centre, qui passe juste devant Matic, qui laisse passer le ballon pour que Lacazette reprenne du pied gauche, et ensuite ce centre qui tombe sur Benrahma, qui d'un parfait sang-froid temporise, fixe et frappe. 2-1 pour l'Olympique Lyonnais, sur une première mi-temps qui est une des meilleures mi-temps de la saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Derrière, il y a toujours ces errances défensives. Toujours ces errances défensives avec ce but de Ben Yedder. Comment c'est possible encore que Ben Yedder, qui est quand même un serial buteur, hein, c'est quand même un très très bon buteur dans ce championnat, comment c'est possible que Ben Yedder puisse... je vous parle même pas de marquer, je vous parle de exister dans les airs face à Jake O'Brien. C'est pas possible. Ben Yedder, il fait 1m20, Jake O'Brien, il fait 2m50. Il y a quand même un problème chez Jake O'Brien dans la supériorité physique et aérienne par rapport à sa taille. Et je pense qu'on va parler un petit peu plus de Jake O'Brien, parce que vous savez que moi j'adore Jake O'Brien. J'adore Jake O'Brien, mais je suis lucide sur Jake O'Brien. Il a plein de qualités, mais il a aussi des gros défauts. Des gros défauts. Et je pense vraiment que cette gestion des duels aériens, c'est pas un point fort pour O'Brien. Le placement n'est pas non plus un point fort pour O'Brien. Alors, vous allez me dire, c'est con pour un défenseur. Oui, mais je pense que vraiment que Jake O'Brien, il a des qualités de... Comment dire pour jaillir de la défense et des super qualités balle au pied. Et donc, je pose la question, peut-être une question un peu absurde, est-ce que Jake O'Brien ne serait pas un 6, en fait? Parce que défensivement, il est pas mauvais, il a un très gros impact physique, il est pas mauvais pour aller gratter les ballons, il va très très vite, il ratisse très bien, il est vraiment pas mauvais avec le ballon, il sait dribbler. Est-ce que Jake O'Brien ne serait pas un numéro 6 en fait? Est-ce que ce serait pas ça finalement? Il faut le vendre dans un club anglais pour 30 patates. Vous savez que moi j'adore. Oui, c'est vrai que c'est une de mes phrases précises. Un 6 de merde, non. Moi j'ai cette espèce de sentiment que Jake O'Brien, en sentinelle, serait un joueur plutôt intéressant. Jake au pied. Ouais, Jake au pied, je sais pas. Plutôt un défenseur de défense à 3. Ouais, parce que franchement, je trouve qu'il a des qualités de relance et des qualités de dribble et de, comment dire, de sortie de balle qui sont au-dessus de la moyenne, Jake O'Brien. Alors, j'aurais jamais parié sur ça comme qualité venant de ce grand gaillard irlandais, là. Mais il va très vite, il ratisse très bien, il joue très bien au ballon, mais il a un problème de gestion de la profondeur et il a un problème de supériorité aérienne. Est-ce que son meilleur rôle, ce serait pas numéro 6? Voilà. Est-ce que, à mesure que Nemanja Matic va baisser de régime, bah, ce serait pas Jake O'Brien qu'il faudrait tester dans cette position un petit peu de chien fou au milieu de terrain? T'es inquiet pour O'Brien? Non, je suis pas inquiet pour O'Brien. Je suis ouais, non, je sais pas. Après, il est encore jeune. Il est nul en 1v1. En 1v1, l'idée est cata, tu devrais vraiment jouer dans de petits espaces. Bah oui, en vrai, oui. En vrai, oui, il est jeune, hein. Et en 6, il peut faire le pâté. Ouh là là, et vous êtes fort aujourd'hui, hein. Vous êtes en forme. Après, Skelly Apero et Jacob Bistro en double pivot, c'est les tours JBL.
Vous imaginez un milieu de terrain Alvaro O'Brien? L'enfer, la terreur. les Twin Towers au milieu de terrain, là. Nyama, tu le mets quelle note? On va en parler d'après de Nyama. Lacazette. Prochain sujet. Lacazette, en fait, quand je vois ce match de Lacazette, je suis encore plus énervé quand je pense au match où il est pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des matchs où Lacazette, il est pas dedans. Vous sentez que c'est un peu laborieux, il est un peu lourd, et il n'existe pas. Un match comme celui-là, là, je sais pas ce qui se passe. Il arrive sur le terrain, et il a envie de tout défoncer. Et il défonce tout. Il s'arrache sur le moindre ballon, il récupère un nombre de ballons, il fait le pressing, mais un pressing de zinzin, et c'est lui qui porte le match. Tu me débriefes l'OL ou les Knicks avec tes pivots en 6, exactement. J'espère que Deschamps... Non mais Deschamps, oublions Deschamps. Au début, je le sentais pas trop dedans quand même. Ça trottait un peu après le but. Moi, ça m'a pas... Voilà, c'est... J'ai trouvé que Lacazette, sur ce match-là, dès le début, je me suis dit, oula, il est énervé, il va faire un gros match. D'ailleurs, je l'ai tweeté. Juste avant qu'il marque ou au moment où il marque, je dis, bon, bah, il va y en avoir un ou l'autre. Hein. Et donc voilà, il n'est pas fini. 16 buts cette saison. Alors évidemment, c'est pas 30 comme la saison précédente. Ça finira peut-être à 18, ce qui est déjà énorme. Mais... moi, je suis curieux de voir quel va être le Lacazette de fin de carrière. Comment il va se renouveler, comment il va se reconvertir dans ce style de jeu, de meneur de jeu avancé ou de attaquant en retrait que moi j'adore. Mais quand on a un Lacazette dans ces jours-là, c'est un poison pour l'adversaire. Et encore, il y aurait pu en avoir un ou deux autres. Hein. Il y a cette frappe qui est détournée, qui part sur le poteau. Il y a une frappe qui part en tribune aussi, hein, mais qui était exact. Enfin, vous voyez qu'il a ce côté. S'il se met dans la bonne position, ça tape quoi. Ça tape. Un petit 9,5 comme Griezmann. Bah, je sais pas s'il a les qualités pour être 9,5 parce qu'il est moins virevoltant qu'Antoine Griezmann, mais il a vraiment cette qualité de jeu, dos au but pour se retourner et donner leur profondeur. Quand il y a des ailiers qui sont capables de faire des choses balle au pied, comme c'est le cas de Malik Fofana, c'est un joueur qui est brillant. Il y a une rumeur départ Arabie Saoudite, j'y crois pas du tout. Donc voilà, moi j'espère que Lacazette restera encore longtemps à l'Olympique Lyonnais, encore 1, 2, 3 ans peut-être même, on sait jamais, hein. Il y a des joueurs qui ont une longévité folle, hein. Mais je pense que le sujet de sa succession doit être ouvert, mais c'est pas pour tout de suite, et heureusement. L'Arabie Saoudite, c'est loin, c'est plus loin. Charlie qui change tous les phases façon Bielsa. Est-ce que vous pensez pas qu'Anthony Lopez serait un excellent ailier gauche avec sa qualité de jeu au pied? Non, pardon, excusez-moi, on passe. Je voulais qu'on parle également de Clinton Mata. Parce qu'il a quand même pas forcément été tout le temps titulaire, Clinton Mata. Il a payé la bonne forme d'Ainsley Maitland-Niles sur le côté droit. Et quand même, quand Clinton Mata est titulaire, on voit des choses. Hein. Mata, il y a quand même du football chez le garçon. Hein. Il y a une puissance physique, il y a des baloches en titanium, il y a une vraie qualité de centre aussi. Et je pense que ce qui est d'autant plus intéressant pour Mata, c'est qu'il amène une certaine forme de polyvalence dans la manière dont peut jouer l'équipe. Vous le voyez aussi dans des phases de possession, là sur ce match-là. L'OL est parfois à 3 derrière, avec Mata un petit peu reculé par rapport à Maitland-Niles, qui lui va beaucoup plus percuter sur le côté gauche. Et je pense sincèrement que Clinton Mata est indispensable à cette équipe, avec cette polyvalence-là, qui lui permet de colmater certaines brèches en défense centrale. Il a mangé 2-3 fois Fofana au pressing quand même, certes. Mais voilà, je pense vraiment que Mata doit pas bouger du 11, même si ça implique de balader un petit peu Maitland-Niles à droite à gauche. En l'occurrence, cette fois, c'était à gauche, puisque Tagliafico était blessé. Maitland-Niles qui a quand même des vraies qualités offensives très très sérieuses, on l'a vu notamment sur le coup de rein qu'il a en fin de match. C'est assez ouf. Le tweet de l'OL, Lisha, oui peut-être. Meilleur recrue Mata. Avec Matic... comme quoi peut-être que l'OL doit recruter uniquement des joueurs en maths, on verra. Hein. Mais effectivement, Mata, je pense que c'est un peu passé inaperçu, parce qu'il a un peu disparu du 11 à un moment donné, mais c'est une recrue qui n'a pas coûté cher à l'OL, ça a coûté 5 millions, et c'est une sacrée recrue quand même. Voilà. Cette équipe, quand même, il y a deux choses, à mon sens, à garder de ce match contre Monaco. La première, c'est que cette équipe, elle a une âme. Et je sais que là, ça va faire un peu le romantique, etc. Mais... si on est un petit peu dans le mysticisme et dans l'abstrait, cette équipe-là, elle a une âme qu'elle n'avait pas en début de saison. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? Est-ce que c'est Pierre Sage? Est-ce que c'est la concurrence dans l'effectif? Est-ce que c'est simplement le fait de gagner qui donne une âme à cette équipe? Mais il se trouve quand même qu'on sent un état d'esprit, une ambiance qui font qu'il peut se passer n'importe quoi.
L'an dernier, on avait eu Montpellier dans cet esprit-là, mais ça n'avait pas duré longtemps. Là, ça fait quand même 2 mois qu'on sent que cette équipe, il peut tout se passer. À tel point que quand on est mené 4-1 au Parc des Princes, au fond, on se dit, oh bah s'il y a 4-2, peut y avoir 4-4. Alors, ça reste le Paris Saint-Germain, hein, ça serait très probablement pas arrivé. Mais le fait d'avoir une équipe où quand t'es mené 2 buts, tu te dis c'est pas mort, il y a quand même une différence notable. Et je pense que pour les adversaires, il y a une différence notable aussi. Je trouve vraiment que c'est assez fou là-dessus. De l'autre côté, on a quand même vu encore aujourd'hui les faiblesses de cette équipe. Il y en a. Les faiblesses de cette équipe, c'est quand même le milieu de terrain. On a vu une prestation très moyennasse de Tolisso, un Cacré qui a eu beaucoup de mal à se mettre en route, même si la deuxième mi-temps était bien meilleure. Même Matic a eu une première demi-heure très très laborieuse. Et on a vu surtout une défense centrale qui est probablement pas au niveau auquel doit être l'OL s'il veut viser l'Europe. On a parlé de Jacob Ryan, même si Douye Kaletatsar a fait un plutôt bon match, on voit que niveau latéraux, Maitland-Niles c'est bien, mais défensivement c'est pas non plus ouf. Donc on voit les priorités qui se dessinent pour le mercato de l'OL. C'est un central de qualité. On nous avait vendu Adrielson comme un international brésilien. Finalement, Adrielson, il est venu faire un Erasmus à Lyon 2. Hein. On sait pas trop ce qu'il devient. Enrique, on sait que ce sera pas suffisant sur le long terme, c'est pas grave, et on sait que Tagliafico est également sur la fin, donc je pense que les priorités pour l'OL sur le mercato, c'est un arrière-gauche et un défenseur central, et ensuite on pourra à peu près aborder la saison de manière sereine. DCC top match sur la deuxième période. Première période, il est perdu comme tous les autres. Cacré la tête à l'endroit, 10 sur 10. Ouais. Adrielson, il fait le compte pour jouer à la coinche, exactement, ouais. On sait que ça vaut l'entraînement d'Adrielson. On n'a pas de nouvelles d'Adrielson. Hein. Adrielson, c'est un petit peu comme Mangala. C'est quand même un petit peu inquiétant parce que Adrielson, il n'est pas venu notamment... théoriquement, Adrielson, il n'est pas venu pour jouer à la coinche. Adrielson, il est venu pour renforcer l'effectif. Il y a eu un départ, même 2 départs. Il y a eu Ndiaye et Mamadou Sarr qui sont partis pour laisser place à Adrielson. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir O'Brien et Keita Tsar qui sont fiables physiquement. Mais derrière, on a Diomandé qui est parti disparu, on a Lovren qui est à la retraite, et on a Adrielson où on ne sait pas ce que ça vaut. Donc il y a quand même ce sujet de la défense centrale qui est que Douye Kaletatsar et Jake O'Brien, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf pour la Ligue 1. Mais c'est pas suffisant. Et derrière, on a 3 défenseurs centraux qui sont plus ou moins portés disparus. Donc il va falloir quand même que ce problème-là soit réglé parce qu'on voit que ça porte préjudice à l'OL sur les buts qu'il encaisse. L'OL pourra pas éternellement mettre 3 buts quand il en prend 2. Donc voilà, c'est quand même un gros point d'interrogation, et c'est pour moi le gros dossier du mercato, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces décès on va se retrouver, pour refaire un peu l'inventaire. Le gros sujet du mercato, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver cet été avec Douye Kaletatsar, Jake O'Brien, Dejan Lovren, Sinali Diomandé, Mamadou Sarr et Adrielson. Ça fait 6 défenseurs centraux, dont 3 dont l'OL visiblement ne veut pas trop, ou en tout cas ne sont pas au niveau, et un qui est jeune et qui va avoir envie de jouer. Donc qu'est-ce qu'on fait de tous ces défenseurs centraux? Est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'on va réussir à vendre Lovren? Est-ce qu'on va réussir à vendre Diomandé? Est-ce qu'on va faire quelque chose d'Adrielson? Parce qu'on ne pourra pas recruter un nouveau défenseur central sans se débarrasser d'un des 6 défenseurs centraux de l'équipe. Sachant que Clinton Mata peut aussi jouer défenseur central. Donc pour moi, ça c'est le gros sujet du mercato, puisqu'on voit que c'est ce qui porte préjudice à l'équipe aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que Sinali Diomandé est toujours là. On a également le sujet du milieu de terrain. Parce que c'est pareil, le milieu de terrain, si on commence à faire un petit peu l'inventaire, on se retrouve donc au milieu de terrain avec Maxence Cacré, Nemanja Matic, Corentin Tolisso, Aurel Mangala, Skelly Alvero qui va revenir de près, Le Penant qui est revenu de blessure, Paul Akwakoubé et Momo Elarouche. Ça fait 8 pour 3 postes. Et là aussi, on sent un besoin de renfort dans ce profil de box-to-box qui doit être coché par Mangala, mais qui pour l'instant ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milieux de terrain? Est-ce qu'on va réussir à les refourguer? Est-ce qu'il va falloir leur trouver une place? Est-ce que Skelly Alvero est déjà tricard? Est-ce que Le Penant, on peut en faire quelque chose? Est-ce que Momo Elarouche est voué un jour à jouer dans cette équipe? C'est un vrai sujet pour le mercato. On est de nouveau dans une situation où l'OL va devoir dégraisser les recrues pourries qui ont été refilées par Bruno Chéreau avant qu'il parte. Voilà. Elarouche s'est abandonné. Non, Elarouche s'est pas abandonné. Elarouche va revenir à un moment donné. À un moment donné, ça va venir. C'est un faux prêt Douye Kaletatsar. Oui, c'est un faux prêt. Alvero, je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va revenir. Offensivement, les questions se posent moins. Même s'il y a quand même un gros sujet, et vous me faites la transition, du coup, c'est Ernest Nuama. Puisque l'OL commence à se solidifier
avec cette attaque à 3, Benrahma, Lacazette, Nuama. Mais Nuama, il y a toujours une question en suspens. C'est-à-dire que Nuama, j'avais parlé de Benrahma avec le syndrome Toko, mais il se trouve que Nuama, il a vraiment le syndrome Toko Ekambi. C'est-à-dire que non seulement il a un gros problème de finition et probablement de confiance, mais en plus ça se voit comme les yeux au milieu du front, parce que il se crée beaucoup d'occasions. Ernest Nuama, il est très disponible, il est très intéressant dans les espaces, il est très intéressant dans sa disponibilité, mais dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est une catastrophe. On l'a encore vu aujourd'hui, toutes les opportunités qu'il a, elles sont ratées, alors qu'il en faut une à Malik Fofana pour faire mouche. Donc moi, je suis un petit peu inquiet, parce que Ernest Nuama, c'est très cher, c'est 25 millions, et aujourd'hui, rien ne montre chez Ernest Nuama qu'il vaut ce prix-là. C'est un joueur encore très jeune, on n'oublie pas qu'il est très jeune, il a des qualités évidentes, mais c'est pas suffisant. On arrive à la fin de la saison, il reste 3 matchs. Cet été, Ernest Nuama, théoriquement, retourne à Molenbeek. Qu'est-ce qu'on va faire d'Ernest Nuama? Est-ce que le prochain prêt d'Ernest Nuama sera à Lyon? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il s'aguerrisse ailleurs? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'apport d'Ernest Nuama, il n'est pas suffisant par rapport aux attentes qu'on en avait. C'est une certitude. La bouteille de ketchup est vide, exactement. Surtout quand on voit les concurrents autour. On voit que Ryan Cherki, petit à petit, revient dans un apport au jeu assez intéressant, même si ce soir il a beaucoup raté, mais il a été assez intéressant quand même dans la manière de jouer, et surtout Malik Fofana qui lui crève l'écran. Donc attention à Ernest Nuama de ne pas être dans cette logique de on a investi donc il faut rentabiliser, parce qu'aujourd'hui le meilleur des deux, entre Fofana et Nuama, c'est Fofana. C'est Fofana. Je voulais également qu'on parle des commentaires de Prime. C'est moins important. Mais il faut quand même parler de ce parisianocentrisme des médias qui nous parlent tout le temps du PSG. On avait déjà parlé de ça sur Mbappé, rappelez-vous. Mbappé, nanani, et Mbappé, nanana. Là, c'est quand même insupportable. C'est vraiment insupportable. C'est un match à enjeu. C'est un match entre deux équipes qui jouent l'Europe. Monaco, la Ligue des Champions, et Lyon qui joue sa qualification en conférence. On est donc sur un duel de haut de tableau entre deux équipes qui jouent quelque chose d'important sur la fin de saison, et on nous répète, je m'en parle une quinzaine de fois, Paris va être champion si Monaco ne gagne pas. Mais on s'en tape complètement. Qui en a quelque chose à foutre que le PSG soit champion cette journée-là ou celle d'après? Même les Parisiens, ils s'en foutent. Même les Parisiens, ils en ont rien à foutre. Ils ont leur titre de champion, ils sont là, super, on est champion. Allez, à plus, on va aller boire une bière. C'est insupportable de voir ce championnat à travers le prisme du PSG, même quand le PSG n'est pas là, quoi. On s'en fout, laissez-nous kiffer notre match. En plus, il y a 2-2, c'est un match hyper intéressant, hyper enjoué. L'OL qui vient rejouer la course à l'Europe, Monaco qui se bat pour être dans les places qualificatives directement, etc. Et on nous parle du PSG qui va être champion, le PSG qui va être champion. Ah bah non, le PSG est pas champion parce que Monaco a égalisé. Ah bah si, en fait, le PSG est champion parce que Fofana a marqué. On s'en tape. On s'en fout. Laissez-nous tranquilles. On a le droit, nous aussi, d'avoir notre championnat sans qu'on nous casse les couilles avec le PSG. C'est insupportable, quoi. Voilà, bref, c'est juste, fallait que je râle un petit peu là-dessus, parce que ça m'a saoulé, quoi. Ils nous l'ont dit 10 fois, c'est infernal. Voilà, je voulais qu'on finisse aussi sur... moi, je suis un petit peu inquiet, encore une fois, j'ai peur pour les muscles de Nemanja Matic. C'est vraiment terrible d'avoir un joueur qui, malencontreusement, ne tient que 90 minutes. Et c'est quand même inquiétant à la 91e d'avoir des crampes de manière permanente. J'espère que le CHU est sur le coup, parce que voilà, ça me fait très peur, les articulations de Nemanja Matic. Non, premier degré. Premier degré, je pense que c'est devenu un running gag. Je pense qu'il fait exprès. Alors, il fait exprès pour gagner du temps, certes, mais je pense que ça l'amuse. C'est un excellent running gag, les crampes de Matic. Je pense que c'est insupportable pour l'adversaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit plaisir narquois à redevenir un club que les gens aiment pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand l'OL était relégable, qu'on était au fond du trou, les gens, ils avaient pitié pour nous. Ils étaient là genre, oh, mes pauvres, franchement, j'aime pas trop l'OL, mais c'est dur pour vous. Là, ça y est, ils sont là genre, ouais, vous êtes avantagés par les arbitres, oui, Matic, c'est un connard, oui, nanani, nanana, vous êtes un club détestable. Bah ouais, on est l'OL, quoi. Voilà, on est bien. On aime bien se faire détester. Quand même, on peut enfin de nouveau être fier d'être un club insupportable. Et ça, voilà, c'est génial d'être les méchants. Donc pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Matic qui s'étire le mollet quand sa femme lui demande de sortir la poubelle. Ouais, c'est exactement ça. Matic, quand tu lui dis de faire la vaisselle, il fait ah, j'ai mal au poignet là. J'ai une tendinite. Ah, c'est con.
Ah, c'est dommage. Chéri va chercher le Voltaren. On est enfin à notre place. Non, on n'est pas encore à notre place. La vraie place de l'Olympique Lyonnais, c'est dans le top 4. Et ce sera ce qu'il faudra viser la saison prochaine. Parce que là, c'est une saison exceptionnelle, dans le sens où l'OL s'est retrouvé à jouer le maintien, voire même presque pas le jouer. Quand tu as 7 points après 14 journées, tu es quasiment relégué. Donc on va se satisfaire d'une 7e, voire d'une 8e place. Hein. Mais l'an prochain, ça rigolera plus. C'est pour ça que le mercato d'été va être important. Et la manière dont Pierre Sage va préparer cette équipe sera importante aussi à l'intersaison. Donc on sera très 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 attentif à comment l'OL va bouger sur l'intersaison et surtout comment il va commencer la saison prochaine. Attention, on prolonge en finale de Coupe de France pour Matic, effectivement. Si être les méchants et Galon gagne, ça ne va jamais être le vénin. Exactement, exactement. Voilà. Je voulais également, avant de terminer, avant qu'on passe aux notes, je voulais qu'on parle un petit peu de Brest. Alors je sais que vous allez me dire, on s'en fout de Brest. Et vous savez que moi j'aime beaucoup Brest. Je trouve que c'est une équipe assez fabuleuse cette saison. Et j'espère que vous avez vu ce match entre Rennes et Brest. Parce que c'est, je pense, premier ex-aequo des matchs les plus zinzins de la saison. Avec cette victoire de Brest 5-4 dans les dernières minutes. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe avec cette équipe de Brest. Et c'est d'autant plus incroyable que l'OL ait réussi à les battre. Parce que ils y vont tout droit en Ligue des Champions. Et c'est quand même assez fou, hein. C'est l'équipe la plus divertissante, c'est l'équipe avec le plus de football dans toute cette Ligue 1. Hein. Non pas que le PSG soit nul, hein, mais le PSG est vachement moins divertissant que le Stade brestois. Donc je sais qu'il y a une diaspora brestoise sur les lives, on vous salue, et j'espère que vous pourrez jouer la Coupe d'Europe à Francis Leblay la saison prochaine, parce que vous le méritez, et j'espère que vous ne vous ferez pas trop piller au mercato également, parce que c'est une très belle équipe qui mérite de continuer sur sa lancée. Voilà, on a terminé sur ça. On va faire maintenant les petites notes que vous aimez tant. Je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs dans le chat en mettant le nom du joueur et la note derrière et en séparant chaque joueur par un point-virgule. Voilà, on va basculer sur l'interface. Vous pouvez commencer à noter maintenant. Voilà, c'est activé. Et on va noter ça ensemble. Anthony Lopes. Anthony Lopes, j'ai pas trouvé que c'était un match incroyable de sa part. Quand on regarde les stats, alors elles valent ce qu'elles valent, hein. Les fameuses stats de buts empêchés par le gardien, on est une nouvelle fois dans le négatif, comme sur le match précédent. C'est pas un match fou d'Anthony Lopes. Sur le premier but, il est quand même un peu coupable. M'a semblé pas hyper serein, sa balle au pied. Dans 3, c'est peut-être un peu dur. Moi, je pense que c'est un 4 pour Anthony Lopes ce soir, parce que j'attends un petit peu mieux que ça. Et surtout, il nous a habitués depuis le début de la deuxième partie de saison à un petit peu mieux que ça. Kaleta Tsar, pour moi, c'est le meilleur défensivement ce soir. Alors, on va inverser ça, juste, hop, voilà. Kaleta Tsar, plutôt rassurant ce soir, notamment en seconde période. On va mettre 6, même si c'est peut-être un petit peu surnoté en vrai, puisqu'il y a quand même 2 buts et une première mi-temps assez calamiteuse défensivement. O'Brien, ce soir, pas vraiment suffisant. Même si balle au pied, c'est toujours intéressant, mais c'est pas possible pour O'Brien de couvrir sur le premier but et d'être fautif sur le deuxième. Moi, je vais mettre 3 à Jake O'Brien. Ce soir, Clinton Mata, solide ce soir, très intéressant, sauf sur le premier but également, où il est un petit peu à la rue également. Donc, ça va l'empêcher d'avoir une note très élevée à mes yeux. Moi, je vais mettre un 5, parce que défensivement, ça a quand même été du beurre, la défense. Maitland-Niles, joueur intéressant également. Pas, encore une fois, baladé de part et d'autre du terrain. Mais moi, j'aime beaucoup les apports offensifs de Maitland-Niles. J'aime sa polyvalence. J'aime sa capacité à foutre le sbull quand il y a besoin de foutre le sbull. Et c'est un vrai athlète quand même, Maitland-Niles. C'est un vrai putain d'athlète. Et quand il court, hein. Ça rigole pas. C'est peut-être la différence avec Tagliafico là-dessus. Hein. Donc on va mettre 5,5. C'est probablement généreux. Mais ça me semble pas mal. Matic, première demi-heure compliquée. Je vois que vous êtes aux alentours de 5,6. Je vous trouve très généreux. Pour moi, Matic, ce soir, il y a quand même le premier but, il est pour sa pomme. Il y a eu 30 minutes très très laborieuses. Ça a été un petit peu mieux après. Un petit peu mieux, mais pas non plus fabuleux. J'hésite entre 5 et 5,5 du côté de Nemanja Matic. Je vois que vous avez mis 5,6. Je pense qu'on va mettre 5. Alors que Tolisso, vous avez mis 4,7. Je vous trouve très généreux parce que ce soir, Tolisso, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon. Je l'ai trouvé un peu dépassé. Il y a eu quelques mouvements intéressants, puis il y a une passe D, si je dis pas de bêtises, donc ça va relever un petit peu la note. Ce serait un match à 3,5, mais il y a une passe D, donc on va mettre 4,5. Voilà, ça me semble généreux aussi. Cacré, première mi-temps un peu compliqué, deuxième mi-temps très 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 solide. Vous avez mis 6,3. Je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Moi, j'irais mettre un 6, parce qu'il y a quand même... je pense vraiment qu'il y a un changement physique chez Maxence Cacré, qui fait qu'il a peut-être perdu en masse, il a regagné ce côté virevoltant
et ce côté joueur d'évitement à la Verratti qu'il avait perdu pendant un temps. Donc je pense qu'il y a vraiment eu comment dire, une retransformation physique chez Cacré pour redevenir le joueur qu'il était avant. Benrahma, super match de Benrahma, un but, une passe D. 7, je trouve que c'est pas beaucoup pour Benrahma. Je l'ai trouvé vraiment brillant. Moi, je vais mettre 7,5 du côté de Benrahma. On l'a... Alors, critiquer, c'est pas le bon mot. Moi, j'ai dit depuis plusieurs semaines que j'en attendais plus de la part de Benrahma par rapport à la stature du joueur, que je trouvais que c'était pas suffisant pour le moment. Là, j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire un Benrahma décisif, un Benrahma clinique devant le but et un Benrahma qui est un poison pour son vis-à-vis. Donc voilà, moi c'est le Benrahma que je veux voir. Il m'a beaucoup plu ce soir. Alexandre Lacazette, elle patronne, 8.5, un but, une passe D. C'est lui l'âme de cette équipe. Je vais surnoter probablement, mais c'est les yeux de l'amour pour Lacazette quand c'est des matchs comme ça. Hein. C'est les yeux de l'amour, c'est le joueur qu'on aime, c'est le joueur qu'on va continuer à aimer, et j'espère qu'il sera à ce niveau-là le plus longtemps possible. Ernest Nuama, par contre, toujours cette dualité, c'est-à-dire cette capacité à trouver les espaces, cette capacité de dribble, mais cette incapacité chronique à faire quelque chose de bien dans la dernière décision. C'est un match qui est encore insuffisant du côté d'Ernest Nuama. Et c'est dommage parce que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même quelque chose chez ce joueur. C'est pas un joueur nul, c'est un joueur frustrant. Et un joueur frustrant, ça veut quand même dire qu'on voit quelque chose chez ce joueur. Et je suis encore convaincu qu'il va faire quelque chose. Je suis encore convaincu qu'il a de l'or dans les pieds. Mais il va falloir que ça se débloque. Ça fait 31 rencontres de championnat. Il va falloir que ça avance du côté d'Ernest Nuama. Donc, il n'est pas inutile sur le terrain. Voilà, c'est ce que tu dis au blog by James. C'est que nul non. Il est frustrant. Il est pas efficace. Mais il sert à quelque chose sur le terrain. Ça, c'est une certitude. Donc, j'ai pas envie de trop le saquer par rapport à ça. Parce que c'est pas un bon match. On va mettre 3.5. Même si voilà, ça reste pas très bien noté hein, pour Nuama, mais pas grand chose à garder en vrai. Hein. Il est frustrant, mais on gagne quand il est titulaire. Tout à fait, c'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Et Pierre Sage, pour l'ensemble du match, en vrai, 8,5 pour Pierre Sage. Quelle histoire quand même. Quelle histoire pour Pierre Sage. De Chepi, pour moi, je trouve que c'était un bon arbitrage. Voilà, faut le souligner. Rien à dire sur l'arbitre, pas de dinguerie, pas de décision litigieuse. Un match bien arbitré dans sa globalité. Il y aurait peut-être pu avoir un petit quelque chose sur le tac que subit Cacré en début de match. Mais voilà, pas de grande dinguerie dans l'absolu. Nuama devrait jouer à gauche un peu. Je sais pas s'il serait mieux à gauche. De toute façon, à gauche, c'est le domaine de Benrahma. Et il n'y a personne pour jouer à droite côté lyonnais. Donc, il y avait rouge sur Nuama. Pourquoi à chaque fois qu'on gagne, les gens disent que c'est l'arbitrage des maisons? Parce que les gens sont stupides et qu'ils sont bloqués en 2011 et que du coup, dès que l'OL gagne et qu'il y a une micro-décision qui n'est pas défavorable à l'OL, eh ben, ils pleurent sur l'arbitrage parce que ce sont des abrutis. Voilà, il faut pas les écouter. Par contre, quand il y a un penalty totalement inexistant sur Aubameyang, là, il n'y a plus personne pour tweeter. Hein. D'ailleurs, il n'y a plus personne non plus sur Amazon Prime, il n'y a plus personne nulle part. Mais c'est pas grave. Un arbitre qui siffle une faute qu'il n'y avait pas et qu'on se prend un but heureusement en jeu. Bah, pour moi, l'arbitre, il fait un bon match ce soir. Hein. Voilà, il fait un bon match. Parce que les gens n'aiment pas l'OL. Oui, les gens n'aiment pas l'OL, mais c'est pas grave, on les laisse ne pas aimer l'OL. Voilà, pour les notes de ce soir, j'ai pas dessiné le terrain, donc on va le faire a posteriori. Parce que c'est vrai que j'oublie que je peux dessiner le terrain. On va le faire vite, hein, du coup, on va faire un terrain affreux. Voilà. Puisqu'on a déjà fini les notes, c'est pas grave, c'est juste pour le... Il est affreux, c'est le pire terrain du jour. Voilà. Oh oui, il est dégueulasse ce terrain. On dirait un terrain de Axball. Incroyable. Il est top, il est magnifique. Il est sublime. Il faudrait garder les fichiers pour faire une notation des plus beaux terrains à la fin de la saison, je pense. On va passer au Jurigno. Le Jurigno, hop là, il bascule à l'écran. Je vous rappelle le principe, vous le connaissez à force. Notez les 5 joueurs qui ont le plus pesé sur la rencontre. Vous pouvez noter, tout comme moi. On a le même pouvoir de notation, c'est évidemment Alexandre Lacazette qui va prendre son plus 5. Malik Fofana, on n'en a pas parlé dans les notes puisqu'il a joué moins de 45 minutes, mais pareil, entrée fabuleuse. Benrahma, on va lui mettre un plus 4 également. Et dans les négatifs, on va mettre O'Brien, on va lui mettre moins 3. Et qui d'autre? Bah Nuama en vrai. Hein. Nuama, hein. On va mettre moins 3 à Nuama. On pourrait mettre du positif pour qui là? On pourrait mettre du positif pour Cacré et pour Keita de ça. On pourrait mettre du positif. On pourrait rester positif, c'est une victoire. Cherki, non. Cherki, je pense pas que ça vaille outre mesure une entrée folle. On pourrait mettre Cacré aussi. Cherki, vous voulez Cherki? Moi, j'ai envie de valoriser Douye Caleta de ça. Parce qu'il a fait un bon match, je trouve. Je vais mettre un plus 2. C'est pas non plus le match du siècle. Mais je trouve qu'on a suffisamment tapé dessus pour le réhabiliter quand il fait des super matchs.
Et bon, c'est toujours pareil Keletazar, hein. Quand il a la tête à l'endroit, c'est un super joueur, hein. Quand il a la tête à l'envers, c'est une catastrophe. Voilà pour mes notes. Vous pouvez noter également, on est toujours à peu près au même nombre de votes. Là, on est à 129, on est à 136 désormais. Et vous voyez que ça y est, Maxence Cacré a passé les 10 000 puntos. C'est désormais Cacré hein, qui est largement devant Lacazette à plus de 1000 points d'avance au classement en relief. Il y a 2 mecs hein, sur une autre planète au niveau du classement en relief. Et en bas, on retrouve toujours la triplette Baldé-Tolisso-Lovren, même si Baldé est repassé devant Tolisso. Je pense que ça bougera pas trop de ce côté-là, même si on voit que Nuama, qui était bien noté, Nuama est bien noté par rapport à son apport en vrai. Hein. On a probablement un peu surnoté en début de saison. Qu'est-ce qu'il est fort dans les duels? Douillet. Ouais, Douillet, c'est un vrai apport pour une équipe qui avait quand même du mal à exister physiquement dans les premières parties de saison. Là, c'est intéressant. Cette défense centrale, elle n'est pas parfaite, mais elle a quand même l'avantage d'être solide physiquement. Et quand on se rappelle de l'OL qui perdait tous ses duels, rappelez-vous, c'est quand même précieux d'avoir une triplette Matic, Douye Keletazar et O'Brien pour ce domaine-là spécifiquement. Voilà, vous pouvez, si vous avez noté tous les joueurs dans le chat, vous pouvez télécharger vos notes, votre petite image avec vos notes, sur le lien qui s'affiche épinglé là dans le chat. Et pour ceux qui se demandent sur YouTube comment on fait pour noter les joueurs, c'est uniquement sur Twitch en direct. Vous pouvez noter sur le Jurinho, même 1, 2, 3 jours après, du moment que c'est avant le prochain match. Vous avez le lien du Jurinho qui est dans la description. D'ailleurs, n'oubliez pas les petits pouces et les petits commentaires. Voilà, vous mettez tout ça comme d'habitude. Ça donne de la force à la chaîne et ça permet de continuer à grandir. Voilà, on a terminé ce débrief. Hein. On a terminé. Débrief de 36-37 minutes. C'est à peu près la durée habituelle. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et j'espère que vous serez toujours là la saison prochaine. Il nous reste 3 débriefs à faire. 4 débriefs à faire. 4 débriefs. 3 débriefs. Lille. Ce sera lundi prochain, puisque vous savez qu'on ne joue pas le 5 mai. Et ensuite, ce sera Clermont-Strasbourg. Et ensuite, il y aura le débrief que l'on attend tous, le match que l'on attend tous. Ce sera le débrief de la finale, qui sera probablement le lendemain, parce qu'il y a très peu de probabilités que je sois devant mon PC à 23h après la finale de Coupe de France. Voilà, le programme de la chaîne. C'est donc le débrief de Lille lundi prochain, mais avant ça, jeudi, ce sera l'interview de Christian Prudhomme sur la thématique comment est-ce qu'on construit un Tour de France. Derrière, on aura un petit interlude sans foot ni vélo, c'est le mois de fin mai, début juin. Et ensuite, on se retrouvera pendant le Tour de France pour des débriefs après chaque étape du Tour de France, de la première à la 21e, et peut-être même qu'il y aura un partenaire pour ça, on ne sait pas encore, je préfère pas vous dire. Il devient quoi Diego Moreira? Il est toujours à Chelsea, hein. Il s'ennuie, hein. Est-ce que tu as prévu d'aller au Belushi? Non, j'ai pas prévu d'aller au Belushi parce que je veux pas payer les 10 balles. Voilà, tout simplement. Des débriefs pour l'Euro. Non, ça m'intéressera pas outre mesure l'Euro. Il y aura peut-être un débrief des championnats de France de vélo, il y aura des débriefs du Tour de France, il y aura peut-être des lives nocturnes avec une tonalité Giro, mais rien de plus que ça. Tu prends des petites vacances. Pourquoi on joue pas le 5 mai? Parce que le 5 mai, c'est une date un peu fériée dans le football à cause de la catastrophe de Furiani qui a eu lieu le 5 mai. Et du coup, en hommage aux victimes du drame de Furiani, on ne joue pas au football le 5 mai en France. Voilà. Tu viens à Semur pour le Tour? Oui, tout à fait, je viens à Semur pour le Tour. Voilà, je vous dis à bientôt sur le débrief pour YouTube. On va couper ici, mais on va continuer un petit peu sur Twitch. Voilà, donc rendez-vous pour le prochain débrief de la chaîne. Ce sera lundi soir, lundi prochain, lundi dans 8 jours, pour le débrief de Lille-Lyon, en espérant de nouveau une victoire, même si ce sera dur, car Lille est en pleine bourre. C'est une des meilleures équipes de Ligue 1 sur cette fin de saison. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne semaine à ne pas se faire moquer par les collègues après une victoire, après une défaite de l'OL. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Allez, bisous YouTube, à bientôt.